Salut tout le monde. C'est arrivé la deuxième recrue pour le FC Metz en la personne de Dylan Brown. Nous étions tous, on était un peu intrigués par les rumeurs qui sont arrivées ces derniers jours et ça a été très très rapide puisque en ce 3 janvier 2020, le FC Metz enregistre sa deuxième recrue du mercato hivernal. Grenat Forever a instantanément pris son téléphone, m'a envoyé un message et m'a dit: Socket, que se passe-t-il? Nous sortons la thune. Bonjour à tous, Oui. la thune est sortie, on sait pas ce qui se passe, deux recrues en l'espace de 5 jours, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors effectivement, Dylan Brown a été annoncé par le FC Metz, donc là, 3 janvier, on était assez surpris quand même parce que, faut le noter, Grenat Forever, la rumeur était arrivée quand même très récemment. Alors que d'autres rumeurs étaient quand même arrivées, par exemple par rapport à Vincent Pajot, c'était arrivé quand même quelques jours, semaines auparavant. Là, Dylan Brown, c'est arrivé très 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 récemment et ça s'est fait. La rumeur, elle est arrivée le 2 janvier, et ça se fait un jour après, donc ça a été très vite. Puis c'est une rumeur un peu venue de nulle part, hein, ça prouve encore le bon travail, quand Metz travaille en sous-marin des dirigeants de notre club. C'est ça, dirigeants qui ont été souvent critiqués, mais À voilà, juste titre, hein, mais à juste là, titre. en l'occurrence, faut reconnaître quand il y a des choses positives. Oui. Beaucoup de choses à dire sur ce transfert. Tout d'abord, comme vous le savez, on aime bien faire ça. On va parler du joueur. Puis après, on va parler du club, du FC Metz. Voir les impacts que peuvent avoir cette arrivée sur le club. Commençons par le joueur Grenat Forever, Dylan Brown. Alors, Dylan Brown, deux, trois petites choses à dire à ce sujet. Donc, joueur qui nous vient tout droit de Belgique, de la Gantoise, qui a fait 3 saisons à la Gantoise. Enfin, 3 saisons, 2 saisons et demie, puisqu'il vient d'arriver lors de ce mercato hivernal, donc 2 saisons et demie à la Gantoise. Auparavant, il avait aussi fait une petite saison en Ligue 2, Au Chamois-Niortais. au Chamois-Niortais. Donc c'est quelqu'un qui connaît la France, né à Cannes, donc évidemment qui n'est pas étranger à ce qui peut se passer en France. Un joueur qui avait fait une très très bonne saison 2018-2019 avec la Gantoise, mais qui, Grenat Forever, depuis le début de saison, a eu beaucoup de difficultés. Oui, il a joué que 5 matchs, quoi. 5 matchs de championnat, 252 minutes en tout, ce qui fait, vous faites un petit calcul, hein, on est sur du 50 minutes de moyenne par match, donc on est loin d'avoir vraiment un score de ultra titulaire. Mais Enfin, parce que quand on se renseigne un peu plus, c'est parce qu'il aurait voulu partir au mercato précédent, et je pense que de fil en aiguille, il a dû se mettre un peu forcément ses dirigeants à dos, il a été un peu mis au placard, quoi. ouais, il a une situation un peu particulière, effectivement, c'est qu'il a, euh, il a quand même, on va dire, suscité beaucoup d'intérêt à la fin de la saison dernière, et à juste titre, hein, très très bonne saison de sa part. Et forcément, il a voulu voir ailleurs. De l'autre côté, ça s'est pas fait pour un départ, ce qui fait qu'il a été un peu mis au placard. Au final, dès le début de saison, hein, parce que dès le début de saison, notamment sur tous les matchs, euh, d'Europa League, enfin de qualification pour l'Europa League, il était pas dans l'effectif. Hein, tous les matchs C'est ça. de deuxième tour, troisième tour, tout ça, il était pas. Pareil, 5 matchs de début de saison en championnat. Sur la période juillet-août, il n'est pas aligné non plus. Il fait des rentrées en jeu à partir de septembre. Il fait 2 matchs titulaires ensuite. Derrière, il revient sur le banc. Une petite rentrée contre le Standard. Et derrière, il n'est pas dans l'effectif entre mi-novembre et aujourd'hui. En gros, il a fait vraiment très très peu de matchs. Donc, on est quand même sur un joueur Gonna Forever qui, en termes de forme sur cette saison-là, n'a pas une forme, on va dire, tip-top, si je puis dire, puisqu'il n'a pas fait beaucoup de matchs. Son état de forme, ça, on verra bien dans quel état physique il va C'est arriver. ça. On verra déjà, on aura une indication dimanche. Si Vincent Ognon considère qu'il est prêt physiquement, il sera certainement dans le groupe. S'il n'est pas prêt physiquement, il sera pas dans le groupe. On aura déjà un petit ordre d'idée là-dessus lundi soir. Oui, parce qu'on précise, quand on parle de dimanche, hein, Grand Forever, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent. On parle évidemment du match de Coupe de Pour le France. prochain match de Coupe de France, C'est ça. pardon, à Rouen.
C'est ça, un match On Rouen fait ce contre podcast Metz. Voilà. juste avant C'est ça. le match. C'est exact, donc effectivement pour le match de Coupe de France, on sait qu'il y aura quelques absents, notamment par rapport à des suspendus, donc est-ce que Metz va vouloir utiliser ce match-là pour le mettre, un peu vraiment le relancer, si je puis dire, en termes de forme, mais effectivement ça peut être une opportunité pour lui pour bien se lancer pour cette nouvelle partie de saison. Deux autres choses à dire, Grenade Forever, tout d'abord son poste, parce que là c'est un point intéressant. C'est un point intéressant qui t'a un peu énervé toi, mais moi Non, mais il faut qu'on en parle parce que alors petit rappel quand même des choses. Effectivement, on se demandait si Metz allait vraiment recruter à 100% un défenseur central ou voilà, ou est-ce qu'il allait peut-être avoir une polyvalence sur un certain autre poste et ce joueur donc Dylan Brown a la petite particularité quand même d'avoir été donc essentiellement défenseur central, mais il a joué également quelques matchs en tant qu'arrière droit. Hein. On parle de 25 matchs en arrière droit sur à peu près 113 matchs en professionnel, je parle. Donc, on peut en conclure Grenade Forever, et j'ai envie de t'entendre dire ça quand même, il peut dépanner au poste de latéral droit. oui, bah, il peut dépanner. Je pense que il peut dépanner, hein. On est d'accord. Hein. Voilà, je pense que c'est un choix réfléchi et judicieux en ce sens. Oui. Pour éviter justement à avoir à prendre un pur latéral droit, même si pour moi je trouve ça un peu aberrant, mais bon, je comprends ce que les dirigeants ont voulu faire là-dessus. Ouais, parce que ça évite de prendre un spot en plus dans l'effectif, ça on va en parler après. On en parlera après, ouais. Donc sur ça c'est intéressant, mais donc voilà, si pour ceux qui avaient un doute, ça sera lui quand Santon aura besoin de souffler, ça sera normalement Dylan Brown qui prendra sa place. Enfin, qui peut prendre sa place. Pas qui prendra, mais qui peut prendre sa place. Donc effectivement, ce joueur-là a une polyvalence. Il est un peu ce que j'avais dit lors d'un tweet vers le 23 décembre, il est un peu notre cabi à droite, quoi. Et c'est ce qui était un profil qui était recherché de toute façon. Ah bah attention, il a pas été on en viendra après. Je vais pas m'avancer dessus parce qu'on en viendra après. Mais c'était pas vraiment, il y avait pas vraiment de ça dans les propos, mais on va y venir après Grenade Forever. Autre point par rapport aux joueurs que j'aimerais mentionner, c'est par rapport à la durée de son contrat, puisque le FC Metz a évidemment fait un article sur leur site internet, hein, toujours plein d'informations intéressantes. Il porte le numéro 2 pour Dylan Brown. Il s'est engagé pour 5 années. Alors ils disent jusqu'en juin 2024, donc en réalité il s'est plutôt engagé sur 4 années et demie. Oui, 4 années et demie, oui. Voilà. Bah, ils disent jusqu'en juin 2024. Si ça avait été jusqu'en décembre 2024, ça aurait été 5 ans. Donc c'est vraiment un recrutement sur le long terme. Là, on voit vraiment sur le long terme. Tout à fait, recrutement sur le long terme par rapport à ce joueur-là. Donc on parle un peu de son expérience. Vous irez voir l'article évidemment pour ceux qui veulent. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que lui, à mon avis, s'attend à être titulaire à Metz de cette saison-là, et ça peut être intéressant dans le but de l'associer avec un autre central gauche dont on va parler juste après dans la deuxième partie. Aussi, évidemment, on n'a pas trop mentionné, mais il a une expérience internationale, dont les effets aussi, il faut qu'on en parlera dans la deuxième partie également par rapport aux conséquences sur le club. Mais d'un point de vue plus personnel sur le joueur, il est international tunisien. Mmh. Il a participé à la CAN 2019. Il a contribué à 2018 aussi. C'est ça, à la Coupe du Monde effectivement 2018. Très belle prestation des Tunisiens d'ailleurs en 2019 à la CAN, puisqu'ils sont arrivés en demi-finale. Donc effectivement un élément assez important quand même de la sélection de la sélection tunisienne, 20 matchs. En sélection pour lui, donc effectivement encore un international de plus que tu accueilles dans ton effectif. Bon, évidemment, mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette arrivée. Je vois que beaucoup de personnes sont assez contentes de l'arrivée de ce joueur-là, de l'investissement aussi qu'a fait le club pour son recrutement. Donc ça, on va en parler dans cette deuxième partie. Mais effectivement, si vous avez des remarques à dire par rapport à son arrivée, mettez-les en commentaire. Lâchez aussi un petit like pour la vidéo, ça serait aussi très sympathique. Mais nous allons parler de la deuxième partie Grenade Forever. Celle peut-être qui est un peu plus importante, c'est
les conséquences sur le club. Alors, déjà, effectivement, il faut commencer à parler de cette histoire de polyvalence de Dylan Brown qui résout, entre guillemets, un problème que beaucoup de personnes ont évoqué depuis des semaines et des mois, plus précisément depuis 2-3 semaines, avec notamment les propos de Philippe Gaillot, le directeur sportif du FC Metz, qui, dans une interview, avait dit on va pas chercher à recruter un latéral droit, puisque Thomas Delaine peut éventuellement dépanner, il est ambidextre, donc il peut dépanner latéral droit, Maïga peut aussi dépanner, donc effectivement, quand ces propos sont sortis, nous avons tous pété un câble, toi le premier, évidemment. Ah bah oui, pour moi. Évidemment, tu as tout cassé autour de toi, tu as vu ça, t'as dit c'est pas possible. Et moi, j'ai fait un tweet Grenade Forever, si tu t'en souviens, le 23 décembre, oui. Le jour où sort ces propos de Philippe Gaillot, ou le lendemain, je sais plus, où je dis, vous pouvez le retrouver, d'ailleurs je vais le mettre, vous pouvez l'avoir à l'écran, où je dis en gros que si on lit les propos de Philippe Gaillot parle de recruter, enfin il est dit qu'il rechercherait un profil qu'il pouvait accompagner avec John Boy qui joue défenseur central gauche, je précise. Et donc quand moi j'ai lu ça, je me suis dit en fait il cherche un profil défenseur central droit. D'accord ? Et j'ai dit c'est pas impossible que le joueur que cible le FC Metz à ce poste-là de défenseur central droit puisse avoir aussi la possibilité de dépanner éventuellement sur un poste de latéral droit et donc d'avoir ce qu'on a eu un peu avec Kaby, c'est-à-dire ce profil de joueur pouvant jouer latéral mais aussi défenseur central. La seule différence, et il faut le noter par rapport à Kaby, c'est que Kaby arrive au FC Metz en tant que latéral gauche pouvant jouer défenseur central gauche. Là où Dylan Brown arrive à Metz en tant que défenseur central droit pouvant éventuellement jouer latéral droit. Et donc là, il y a quand même une chose importante, Grenade Forever, j'aimerais avoir ton avis, c'est que normalement, on vient de régler 2 problèmes en un. C'est-à-dire que l'on a déjà recruté un défenseur, on avait un manque en défense par rapport au fait que Manuel Kaby sera indisponible indéfiniment, donc on avait un vide à ce niveau-là. On est d'accord ? Vide donc qui est comblé. Et en plus, on répond. Alors évidemment, certains vont dire mais c'est pas totalement le cas, mais on répond quand même partiellement à la problématique que Santonze n'avait pas de remplaçant, ou en tout cas partiellement de remplaçant au poste de latéral droit. Toi, quand tu vois cette arrivée-là, est-ce que tu te dis c'est mi-figue mi-raisin, mais on va quand même s'en contenter quoi ? C'est mi-figue mi-raisin, oui exactement, et on va s'en contenter. Mais c'est quand même intéressant quand même. Je veux dire, c'est intéressant en tant que défenseur central parce qu'on en avait besoin. C'était un recrutement prioritaire selon Philippe Gaillot et il se fait très rapidement et je pense que ça va nous apporter un plus. Oui. Mais c'est mi-figue mi-raisin pour le poste de latéral droit. Moi, j'aurais préféré un pur latéral, exclusif latéral droit. Et bon, ça se fera pas par un souci d'effectif et de place dans le groupe. C'est ça, c'est très important de le dire, Grenade Forever. C'est la problématique était, et on vous le rappelle, on est bien le rappeler, on ne peut avoir sur une feuille de match que 18 joueurs parce que 18 joueurs c'est 11 joueurs sur le terrain, 7 joueurs sur le banc de touche. Et vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas compliqué à comprendre. Si on recrute un défenseur central comme ça a été évoqué par Philippe Gaillot et qu'on aurait recruté un latéral en plus, on est d'accord qu'il y a forcément un des deux ou un autre des défenseurs, Sun Tzu, voire Fofana, qui est pas aligné sur la feuille de match. Certains vont me dire c'est peut-être ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si on avait fait venir 2 joueurs au lieu d'un, ça aurait forcément eu un impact important sur le groupe, des décisions fortes auraient dû être prises, qui auraient pu impacter le groupe aussi. Mais donc là, ça résout ce problème-là, pardon. Oui. Même si c'est peut-être un choix par défaut pour le poste de latéral, mais au moins ça résout ce problème et ça évite d'encombrer le groupe d'un joueur en plus et d'avoir un casse-tête supplémentaire pour Vincent Oignon pour son groupe de 18 tous les week-ends, quoi. Bah oui, parce que c'était une grande difficulté quand même
de se projeter sur l'avenir quand on sait que Fabien Santon était le seul, comment je peux dire ça, latéral droit vraiment de joueurs ayant une vraie expérience de latéral droit, parce qu'encore une fois, on dit que Maïga peut jouer latéral droit, que Delaine peut jouer latéral droit. Dans leur expérience de joueur, on compte pas beaucoup de matchs de ces joueurs-là en tant que latéral droit. L'idée aurait été de faire monter un jeune. Moi, je pense que l'idée est de laisser le temps aux jeunes, parce que je pense qu'au club ils savent pas vraiment qui est le jeune qu'on pourrait faire monter en équipe 1. Et peut-être que ça donne pas satisfaction, tout simplement. En arrivant à cette solution-là, je trouve que c'est bien, effectivement, d'un point de vue gestion d'effectifs, ne pas encombrer l'effectif de trop de joueurs, et surtout de pouvoir, je dirais, permettre à ton banc de remplir le plus de postes possible. C'est vrai que cette idée de polyvalence des joueurs, c'était quand même un des grands mots utilisés par Philippe Gaillot en début de saison, je rappelle. En pré-saison, notamment quand on parlait de la politique de recrutement, c'était vraiment, on cherche des joueurs qui ont de la polyvalence. Et le fait est que Dylan Brown a cette polyvalence-là au niveau de la défense. Alors après, est-ce qu'il a la qualité, je dirais, la performance pour jouer les deux rôles? Ça, c'est un autre débat. Le fait est qu'il a joué grandement en défenseur central droit, et également en tant que latéral droit, un peu moins. Donc ça, c'est première chose, c'est par rapport à cette question de polyvalence et le fait qu'on réussisse à combler partiellement, encore une fois, ce problème de latéral droit, puisque Santon était le seul latéral droit dans l'effectif professionnel. Deuxième chose à retenir, Grenade Forever, c'est parlons de fric. Parce que là aussi, le fric, évidemment, est une donnée essentielle. D'après tous les journalistes qui se sont un peu penchés sur ce transfert-là, le transfert serait estimé entre 4,5 et 5 millions d'euros. Alors à noter évidemment que on dit effectivement très souvent se méfier. C'est vrai que bon, Transfermarkt il l'évalue à mi-décembre, il l'évalue à 5 millions d'euros. Je veux dire, après c'est Transfermarkt, hein, je sais pas si c'est plus à la baisse ou plus à la hausse. Voilà. Donc prenez cette information comme vous voulez. Moi, en tout cas, c'est qu'on n'aime pas trop s'appuyer sur les comment dire, sur ces estimations, on va dire. Mais en tout cas, les journalistes parlent entre une somme entre 4,5 et 5 millions d'euros. J'ai dit que j'ai du mal à croire à une somme autant forte. Bah, alors, il y a deux choses que j'aimerais qu'on analyse à travers cette histoire de somme, en fait. Premièrement, c'est par rapport à Dylan Brown lui-même. Dylan Brown, par conséquent, en ayant dépensé une telle somme pour lui, si c'est le cas, si c'est vrai, encore une fois, hein, il vient pas là pour être remplaçant. Ah non, mais clairement pas. C'est pour ça que j'ai mis des réserves. Après, avec l'expansion des prix sur le marché des transferts depuis 1 an et demi, ça me choque pas plus que ça, on va dire. Et la rareté des joueurs à polyvalence aussi, enfin, voilà. Ça joue aussi, hein. Voilà, mais c'est vrai que 5 millions pour un joueur, c'était obligé d'en faire c'est que tu as envie d'en faire un titulaire en puissance, en tout cas dans le projet que tu lui... Quand tu veux l'acheter, dans le projet que tu lui offres, si tu mets autant d'argent, c'est que le mec, tu le considères comme un titulaire en puissance. Bah, ça, et en plus, contrat de 4 ans et demi, 24 ans, donc tu vois, le choix de l'âge est aussi important, et c'est vrai que lui accepte aussi de rejoindre Metz. Évidemment, la Gantoise accepte, son ancien club accepte l'offre, mais que lui accepte de venir aussi. Je veux dire, il passe comme une situation où il jouait des matchs de Coupe d'Europe avec la Gantoise à une situation où il joue le maintien avec le FC Metz. Alors ça va lui donner beaucoup plus de visibilité de jouer en Ligue 1 que jouer en Belgique, hein. Je pense que les supporters d'équipes belges vont pas dire le contraire. Ça, on est dessus. Maintenant, bon, après Metz, c'est une équipe qui malheureusement est pas si bien exposée que ça, hein. Je pense que vous le voyez très très bien, médiatiquement parlant, je veux dire. C'est clair. Mais c'est vrai que pour lui, ça peut être un tremplin en termes de visibilité, et donc il peut avoir pensé à cela. Mais je pense qu'il pense avant tout
je viens à Metz pour être titulaire parce que je veux avoir de la visibilité, parce que, et je pense qu'on est tous d'accord, hein, Metz, à mon avis, sera un club de transition pour lui, hein, il va pas rester longtemps à Metz, à mon avis. Enfin, je pense dans son projet à lui, hein. Je dis pas que ça va être la réalité. S'il vient à Metz en tant que titulaire, ça veut dire donc, et là j'adore ce mot-là, qui c'est que l'on met au placard, Grenat Forever? Ben, selon les déclarations de Philippe Gaillot, on comprend que John Boy est l'élément sur qui il compte le plus. Bien sûr, il l'a dit, hein. Donc, Enfin, ça a été dit. après, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que forcément, ça serait Sun Tzu qui serait en ligne de mire pour faire les frais de l'arrivée de Dylan Brown. C'est ça. Et c'est là où on voit qu'il y a justement un impact indirectement avec aussi le transfert de Vincent Pajot. C'est que dans le transfert de Vincent Pajot, on se disait que pour que le entre guillemets tout le monde soit un peu à armes égales pour essayer de se battre pour une place de titulaire au milieu de terrain, on prenait l'éventualité que Fofana soit descendu en tant que défenseur central. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Dylan Brown, on a donc 4 défenseurs qui se disputent les postes de défenseur central. Si on considère que Fofana est bien un défenseur central dans l'hypothèse qu'on a établie par rapport à l'arrivée de Vincent Pajot. Donc forcément, pour Fofana, c'est dommage parce que Fofana avait quand même eu un espoir d'être beaucoup plus titulaire avec le fait que Sun Tzu a eu à un moment donné une baisse de performance. Il avait joué titulaire. Ensuite, Sun Tzu a été remis dans le 11 et donc Fofana a été un peu mis sur le banc puisque Endoram revenait également dans le groupe à ce moment-là, donc Endoram était remis en poste de numéro 6, Fofana ne jouait plus. Là maintenant avec l'arrivée de Dylan Brown, là t'as Sun Tzu et Fofana qui sont normalement éjectés. Évidemment, prenons en compte toutes les possibilités, je sais que certains l'ont dit, certains disent même qu'il faut pas forcément commencer à voir qui va être mis au placard. Il est pas impossible, hein, on ne sait jamais évidemment, que Metz dans un brin de folie tactique décide un jour de passer à 3 défenseurs et dans ce cas-là, voilà. Non mais attention, je l'envisage, je dis pas que ça va se faire. Mais je dis s'il y a un brin de folie, imaginons 3 défenseurs, là on va dire tu règles en partie un peu le problème. Mais le fait est que forcément avec son arrivée, Sun Tzu, Fofana sont dans la merde, comme on dit. Ça... Personnellement parlant. Ouais, ça va être compliqué, ça va être un vrai casse-tête pour Vincent Ognon là. C'est ça. Et encore une fois, on remet pas en cause l'idée de faire de la concurrence. On remet juste en cause le fait que il y a tellement d'éléments entre guillemets à additionner. Le fait qu'on parle d'un joueur à long contrat, le fait que si les prix sont réels, que le prix du transfert est quand même très important et que c'est pas pour qu'il soit forcément tout de suite. On va comment dire, on va pas faire de cadeau à Sun Tzu en fait, c'est ça que je veux dire. Par rapport à un joueur comme ça qui arrive, Sun Tzu, il voit ce joueur à l'arrivée, il aura pas de cadeau de la part du coach et c'est pas parce que t'as fait la première partie de saison en grande majorité que tu vas être avantagé par rapport à Dylan Brown. Je dirais même que les éléments sont contre toi. Le fait que le joueur en face qui arrive est a été acheté plutôt cher, a quand même une sacrée expérience aussi. Hein. On parle comme le mec a quand même joué. Il a joué aussi compétition internationale également, Coupe du Monde, Cannes. Et en plus, t'es Sun Tzu, tu fais pas forcément une bonne première partie de saison. T'as les déclarations de ton directeur sportif également qui joue contre toi. Voilà quoi. T'es pas très serein. T'es pas très serein. Puis là, on est dans l'optique où tout le monde, où tous les défenseurs seront messins au 31 janvier. Ce qui n'est pas sûr. Ce qui n'est pas sûr. On n'est pas sûr de ce qui va se passer d'ici le 31. Il peut y avoir peut-être un départ à ce poste-là. Ouais, c'est vrai. Donc, on verra bien. Ça, c'est grandement possible puisque, pour information, Sun Tzu, son contrat se termine à la fin de la saison. Faudrait que je vérifie, mais ça doit être ça. J'ai noté juin 2020. Donc voilà. Et donc, ça serait peut-être logique de, pourquoi pas le prêter jusqu'à la fin de saison et partir libre en juin ou... Non, ou tout simplement Metz peut le mettre au placard. Hein. Ou Metz le mettre au placard, oui. Ça, ouais. Metz se mettre au placard. Fofana, c'est un peu plus compliqué. Son contrat, c'est 2022. C'est un peu plus compliqué peut-être à gérer. Mais il y a Sun Tzu et John Boy, c'est du 2020. Donc voilà. D'accord.
Donc, en fait, on sait un peu vers quoi ça va se diriger. Encore une fois, on ne dit pas qu'il va partir, mais on va dire qu'il est pas en position de force pour défendre sa place de titulaire. Ah bah clairement pas. Clairement pas. Grenat Forever, merci beaucoup. J'espère que vous avez tous aimé ce podcast. N'oubliez pas de commenter, de liker également, de dire un peu ce que vous avez pensé de ce transfert-là. Et Grenat Forever, je te dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.